On cherche souvent le bonheur dans la réussite, les possessions, et si une clé essentielle se trouvait ailleurs, presque de manière contre-intuitive dans le fait d'aider les autres. Il y a même une statistique de recherche qui franchement donne un peu le vertige. Faire du bénévolat pourrait réduire le risque de mortalité de près d'un quart, 24%. Aujourd'hui, on va plonger dans un article qui compile pas mal de découvertes scientifiques sur les bienfaits de l'altruisme. On parle bien de ça, hein. Aider autrui sans forcément attendre quelque chose en retour. Oui, et c'est là qu'il y a un paradoxe assez fascinant, je trouve, à notre époque. On vit dans des sociétés qui poussent souvent à l'individualisme et pourtant la science nous dit « Attention, se tourner vers les autres, c'est une source hyper puissante de bien-être. » Et les effets sont concrets, mesurables, sur le mental, le physique et même sur nos relations sociales. On va explorer ensemble cette fameuse lueur chaleureuse, le warm glow, qu'on ressent quand on donne. Absolument. L'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ça. Comment des gestes de générosité, même tout petits, peuvent vraiment transformer notre bien-être au quotidien. On va regarder les mécanismes biologiques, psychologiques que la science met en lumière. Alors, allons-y, explorons ça. Commençons par cette sensation, je pense que beaucoup de gens la connaissent, ce petit coup de boost émotionnel juste après avoir aidé quelqu'un. Rendu service, c'est ça le warm glow. L'article donne l'exemple de Léa, 28 ans. Elle aide une touriste un peu perdue. Ça lui prend 5 minutes et elle décrit une sorte de joie légère qui reste avec elle toute la journée. Un petit plus sympa, quoi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas juste une impression subjective, une vague sensation agréable. Non, c'est mécanique, dans le cerveau. Aider active notre circuit de la récompense, en particulier une zone qui s'appelle le striatum. Et qui dit activation de ce circuit, il dit libération de dopamine. Ah oui, la fameuse hormone du bonheur. Exactement. Le cerveau nous récompense en quelque sorte pour notre bonne action. C'est biochimique. Et ce qui est peut-être encore plus étonnant, c'est que l'ampleur du geste, ça semble presque secondaire pour déclencher ce mécanisme. Un don important ou juste tenir la porte pour quelqu'un. Les deux peuvent activer cette récompense. C'est comme si notre biologie était câblée pour nous encourager à coopérer, à maintenir le lien social. C'est fondamental. D'accord. Et donc, en cultivant ces gestes, on entraîne notre cerveau, en quelque sorte, à emprunter ces circuits du bien-être. Ce qui nous amène assez logiquement à un autre bénéfice majeur, et particulièrement pertinent aujourd'hui, je crois. L'altruisme, comme un bouclier contre le stress. Le stress chronique, on sait que ça pèse lourd. Les recherches montrent que s'engager dans des actes altruistes, ça peut faire baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress, jusqu'à 23%. Ah oui, c'est considérable. Oui, c'est énorme. Quand on pense aux effets néfastes d'un excès de cortisol, l'anxiété, les problèmes de sommeil, de digestion, l'immunité qui baisse. Il y a un double effet hormonal qui est vraiment passionnant. Non seulement l'altruisme freine le cortisol, mais en même temps, il stimule la production d'ocytocine. L'hormone de l'attachement, c'est ça? C'est ça. L'hormone du lien social, de la confiance, on l'appelle parfois. Elle induit un sentiment de calme, de sécurité. Elle nous aide à mieux gérer les situations tendues. Donc, moins de stress d'un côté, plus de connexion et d'apaisement de l'autre. Voilà le cocktail hormonal de l'altruisme. C'est sans doute ça qui explique cette sensation de soulagement que certains décrivent après avoir aidé. Intéressant ce double effet. Oui, et il faut aussi souligner l'effet cumulatif. Ce n'est pas juste un coup ponctuel. Chaque acte renforce cette capacité à mieux gérer le stress. Et puis, un aspect important. Contrairement à d'autres stratégies pour gérer le stress qui peuvent être moins saines, l'altruisme, s'il est pratiqué de manière équilibrée bien sûr, c'est une voie sans effet secondaire négatif. C'est un vrai cercle vertueux pour la santé mentale. Alors, si l'effet immédiat, c'est ce warm glow et la baisse du stress, quid des effets à plus long terme sur notre santé physique? Les sources qu'on a examinées suggèrent un impact étonnamment profond, jusqu'à influencer notre longévité. On parle de l'altruisme comme d'un facteur de santé, au même titre que bien manger ou faire du sport. Ce chiffre de 24% de réduction du risque de mortalité chez les bénévoles réguliers, ça interpelle quand même. C'est énorme, oui. Et c'est particulièrement visible chez les personnes plus âgées, les seniors. Après la retraite, par exemple, s'investir pour les autres, ça peut redonner un sentiment d'utilité, de compter. Les psychologues appellent ça le mattering, c'est ça? L'article cite l'exemple de Marc, 72 ans. Il conduit régulièrement son voisin âgé à ses rendez-vous médicaux. Et il dit se sentir non seulement utile, mais il a plus d'énergie.
Son médecin a même vu une amélioration de sa tension. Mhm. L'histoire de Marc illustre bien les mécanismes possibles. Pourquoi cet impact sur la longévité? Il y a plusieurs pistes. D'abord, on l'a dit, la réduction du stress chronique, ça protège le système cardiovasculaire, c'est prouvé. Ensuite, le bénévolat, ça implique souvent une certaine activité physique, même légère, et surtout des interactions sociales régulières, deux piliers de la longévité. Oui, bien sûr. Et enfin, il y a cette dimension du sens. Le sentiment d'avoir un but, d'être utile aux autres, ça semble activer des mécanismes biologiques de protection. Et ce qui est formidable, c'est que c'est une voie vers une meilleure santé qui est, somme toute, assez accessible. Et là, ça devient vraiment intéressant quand on zoome sur les bénéfices cardiovasculaires concrets mentionnés dans l'article. Tout à fait. Là, on sort de l'impression générale pour entrer dans le mesurable, le concret. Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement l'altruisme ont, en moyenne, une pression artérielle plus basse. Et ça, même quand on contrôle d'autres facteurs comme l'âge, l'activité physique, etc. On observe aussi une amélioration du profil lipidique, un meilleur équilibre, disons, entre bon et mauvais cholestérol, Ah oui, hein. et une diminution des marqueurs de l'inflammation dans le corps, comme une protéine appelée l'interleukine 6. Et pourquoi c'est important cette inflammation? Eh bien parce que l'inflammation chronique, c'est un facteur de risque connu pour plein de maladies chroniques, surtout celles liées à l'âge. Donc moins d'inflammation, c'est plutôt un bon signe pour la santé à long terme. Les mécanismes exacts sont sûrement un mélange, moins de stress, plus d'hormones bénéfiques, comme l'ocytocine grâce aux interactions sociales, et peut-être même que le sentiment de satisfaction pousse à adopter d'autres comportements sains. C'est un peu comme une prescription comportementale pour le cœur, mais sans les effets indésirables des médicaments. C'est une belle image. Un autre domaine où l'altruisme semble vraiment crucial, c'est les liens sociaux. On entend beaucoup parler de ce paradoxe, hein. On est hyper connecté numériquement, mais parfois on se sent terriblement seul dans la vraie vie. L'article présente l'altruisme comme un véritable ciment social. La réciprocité, et hop, ça tisse des liens plus solides. L'exemple de Nadia, 45 ans, est assez parlant. Nouvelle dans son quartier, elle se sent isolée. Elle propose d'arroser les plantes d'une voisine pendant ses vacances. Un petit truc, quoi. Oui, un petit geste. Mais ça lui a ouvert des portes, lancé des conversations, ça l'a aidé à s'intégrer. Et ce que Nadia a vécu, c'est confirmé par la recherche en psychologie sociale. On a tendance, assez naturellement, à préférer et à mieux intégrer les gens qu'on perçoit comme généreux, coopératifs. On les voit comme des alliés fiables en quelque sorte. Une sorte de sélection naturelle sociale, en fait. On peut voir ça comme ça, oui. Et ce lien social, il est directement connecté à notre santé globale. On sait aujourd'hui que l'isolement social, c'est un facteur de risque majeur, aussi important que le tabac ou l'obésité pour certaines maladies, notamment cardiovasculaires ou la dépression. Ah oui, quand même. Inversement, avoir un réseau social solide qui nous soutient, c'est un facteur de protection énorme. Donc vu comme ça, l'altruisme devient presque un remède contre la solitude. Et sa force, c'est son accessibilité. Pas besoin de compétences folles ou de moyens énormes. Un sourire, une écoute attentive, un petit service, ça peut suffire. Et au-delà des liens avec les autres, il y a l'impact sur nous-mêmes, sur notre propre perception, notre estime personnelle. Ce besoin de se sentir utile, ça semble fondamental. Absolument. C'est là qu'intervient ce concept dont on parlait, le mattering. C'est pas juste être utile, c'est sentir qu'on compte pour les autres, que notre existence a un impact positif, même petit, sur leur vie. C'est un besoin psychologique profond qu'on sous-estime peut-être. Et les recherches montrent une corrélation très forte entre ce sentiment de mattering et une meilleure estime de soi, moins de symptômes dépressifs et une plus grande satisfaction de vie en général. Et ça fonctionne même si on n'a pas une réussite professionnelle éclatante, par exemple. Oui, et c'est ça qui est puissant. Le mattering obtenu par l'altruisme semble moins dépendant des validations externes, comme le statut, l'argent. On peut traverser des moments difficiles, mais si on sent qu'on fait une différence pour quelqu'un, ça donne une forme de résilience, une solidité intérieure. Ça rejoint un peu les travaux sur le sens de la vie, comme ceux de Viktor Frankl. Trouver du sens en se dépassant soi-même, en se connectant à quelque chose de plus grand, comme le bien-être d'autrui. C'est pour ça qu'aider peut procurer une telle plénitude, même si ça demande un effort. Et c'est accessible à tous en principe. Exactement, c'est démocratique. Chacun peut trouver sa manière de contribuer. L'altruisme construit une image de soi positive, basée sur la contribution, pas seulement sur la réussite personnelle. Tout ça, c'est très encourageant. Mais bon, la question pratique arrive vite.
comment on fait concrètement? Nos vies sont souvent déjà bien remplies. La source est plutôt rassurante là-dessus, non? Pas besoin de devenir Mère Teresa du jour au lendemain. Non, heureusement. Le seuil pour commencer à ressentir les bénéfices est assez bas en fait. L'article donne des exemples simples. Offrir un compliment sincère, prendre 1 minute pour vraiment écouter quelqu'un sans l'interrompre, proposer de l'aide pour porter quelque chose, laisser un petit mot gentil. Même le bénévolat, ça peut être ponctuel, quelques heures par-ci, par-là. C'est l'intention qui compte beaucoup apparemment. Mais est-ce qu'on parle des freins? Le manque de temps, le sentiment de ne pas savoir par où commencer? C'est une question légitime, bien sûr. La source suggère que commencer petit, c'est justement la clé pour contourner ces obstacles. L'idée, ce n'est pas de se rajouter une charge mentale énorme, c'est plutôt d'infuser de petites touches d'altruisme dans le quotidien qu'on a déjà. Parfois, c'est juste un changement de regard, voir les opportunités d'aider qui se présentent. Et puis, il y a cette idée fascinante, presque provocatrice, qui ressort de plusieurs études. Hein? Laquelle? Dépenser de l'argent pour les autres rendrait plus heureux que de le dépenser pour soi. Ah oui, ça c'est contre-intuitif. On pense souvent que se faire plaisir à soi, c'est le chemin direct vers le bonheur. Exactement. Et pourtant, des expériences menées un peu partout dans le monde montrent que les personnes qui utilisent une petite somme d'argent pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, offrir un café, un petit cadeau, faire un don, rapportent une augmentation de leur propre niveau de bonheur plus importante que celles qui dépensent la même somme pour elles-mêmes. C'est fou ça. Le retour sur investissement bonheur serait meilleur en donnant. C'est un peu ça l'idée, le happiness bang for your buck, comme disaient les anglophones. Les raisons sont multiples, le fameux warm glow neurochimique dont on parlait, Mhm. le renforcement des liens sociaux, offrir, ça crée du lien, le sentiment d'avoir eu un impact positif, l'amélioration de l'image de soi, oh, je suis quelqu'un de généreux. Et puis, il y a l'adaptation hédonique. Le plaisir d'un achat personnel s'estompe souvent assez vite, alors que le souvenir d'avoir fait plaisir à quelqu'un, ça peut rester une source de satisfaction plus longtemps. Ça invite peut-être à repenser un peu comment on utilise nos ressources, même modestement. Donc intégrer l'altruisme, ce n'est pas seulement donner de son temps, ça peut aussi être une façon de repenser nos dépenses. C'est une piste intéressante ça. Précisément. Mais attention, il faut absolument aborder la dernière partie de l'analyse qui est cruciale, la question de l'équilibre. Ah oui, le revers de la médaille possible. Exactement. Parce que l'altruisme, s'il est poussé à l'extrême ou s'il est mal géré, il peut aussi avoir des conséquences négatives. On parle de fatigue compassionnelle ou d'épuisement empathique. Ce n'est pas un mythe, c'est un vrai état d'épuisement émotionnel, parfois même physique, qui peut survenir quand on donne trop sans se ressourcer soi-même. Et il y a des profils plus à risque? Oui, certains profils semblent plus vulnérables. Les personnes très, voire trop empathiques, qui épongent les émotions des autres, celles qui ont du mal à poser des limites, à dire non, ou encore celles dont l'estime de soi dépend presque entièrement du fait d'aider les autres. Les signaux d'alerte, ça peut être l'irritabilité, un sentiment de vide, un certain cynisme, une fatigue persistante qui ne part pas avec le repos. Il faut être vigilant à ça. D'accord. Alors, comment on évite de tomber dans ce piège? Quelles sont les stratégies pour un altruisme qui reste sain, durable? La première étape, c'est la conscience de soi. Reconnaître ses propres limites, émotionnelles, physiques, temporelles, et les respecter. Apprendre à dire non, ou alors oui, mais. De manière constructive, sans culpabiliser à outrance, c'est essentiel. Savoir dire non, c'est souvent difficile. Très difficile, mais nécessaire. Ensuite, l'article insiste beaucoup sur l'importance d'intégrer activement des temps de récupération, d'auto-soin. Prendre soin de soi n'est pas égoïste dans ce contexte. On parle aussi d'altruisme stratégique, c'est-à-dire choisir où et comment on aide, en fonction de ses valeurs, de ses compétences, de son énergie disponible, plutôt que de s'éparpiller ou de répondre à toutes les sollicitations par un sentiment d'obligation. Diversifier les façons d'aider peut aussi éviter d'épuiser une seule ressource. Et la motivation intrinsèque est clé. Aider parce qu'on le choisit vraiment, ça procure plus de satisfaction et c'est plus durable qu'aider par contrainte ou pour l'image. On en revient toujours à cette notion d'équilibre finalement. Aider, oui, mais pas au point de s'oublier soi-même. Les bénéfices semblent maximaux quand c'est un choix, que c'est modéré et que c'est intégré dans une vie où on prend aussi soin de soi. C'est un peu la métaphore du masque à oxygène dans l'avion, non ? Mettre le sien d'abord avant d'aider les autres. C'est une excellente image, tout à fait. Elle rappelle que prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est la condition pour pouvoir continuer à aider les autres de manière saine et sur le long terme.
L'autocompassion, être clair sur ce qu'on peut et ne peut pas faire, s'accorder des activités qui nous ressourcent, tout ça permet une générosité plus authentique, plus joyeuse. La qualité de l'aide prime souvent sur la quantité, et cet équilibre, il est personnel, il évolue, mais il est fondamental. L'altruisme, c'est une connexion, mais ça doit inclure la connexion à soi-même. Bon, en résumé, si on reprend un peu tout ce qu'on a vu dans ces sources, l'altruisme se révèle être une source incroyablement riche de bienfaits. Pour notre équilibre mental, avec cette lueur chaleureuse, la baisse du stress. Pour notre santé physique, avec des effets mesurables sur le cœur, la longévité. Et pour notre vie sociale, en tissant des liens plus forts et en nourrissant notre estime de nous-mêmes. C'est assez complet comme tableau. Oui, et le message clé qui ressort vraiment, c'est que l'altruisme le plus bénéfique, pour soi comme pour les autres, ce n'est pas forcément le sacrifice total. C'est plutôt celui qui naît d'une connexion équilibrée. Prendre soin de ses propres besoins, ça permet d'offrir une aide plus authentique, plus joyeuse et surtout plus durable dans le temps. Pensez à laisser mûrir chez nos auditeurs. Si des actes individuels, même tout petits, ont un tel pouvoir sur notre bien-être personnel et nos relations, quel potentiel de transformation plus large pourrait-on imaginer si notre culture, nos organisations, nos communautés encourageaient plus activement, plus consciemment ces gestes au quotidien, au-delà de la simple initiative personnelle? Qu'est-ce que ça pourrait changer, à plus grande échelle?